Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je crois que j'ai découvert un scoop international quant aux régulations de la World Athletics. J'ai l'impression qu'ils ont fait une erreur dans leur règlement qui pourrait annuler l'invalidation d'un record sur piste. Restez là, restez à l'écoute jusqu'à ce moment-là. Ça devrait être pas trop long dans le podcast, un peu après que j'ai parlé des résultats de la soirée Rouge et Or numéro 3. Mais tout d'abord, pour commencer, je veux vous inviter à venir avec moi courir le 200 000 à l'heure qui est l'événement d'Alvaro que j'ai reçu plusieurs fois au podcast. C'est 20$ l'inscription pour faire un mile, qui est une distance très atypique sur route. D'habitude, c'est couru sur la piste, mais pour une rare fois, vous allez avoir la chance de courir ça sur route à Longueuil. Il n'y aura pas trop de trafic qui se rend, on n'est pas à Montréal. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas cher, 20$. Ça va être des départs aux 10 secondes. Ça va être du plus rapide au plus lent pour éviter les dépassements. Fait comme ça, tu essaies un peu de t'accrocher à la personne devant toi. Donc, c'est quand même le fun. Techniquement, en théorie, la personne devant vous devrait être juste un petit peu plus rapide. Donc, c'est juste parfait pour des conditions pour aller rechercher un record personnel. Aussi, c'est fort probable que vous n'avez jamais fait cette distance, donc que vous allez chercher un record personnel de toute façon. Justement, tu as Alvaro qui mentionne sur la page de son événement qu'on risque de faire des nouveaux records sur mile. C'est très possible. Je pense que les records sur mile au Québec, à ce que je sache, ça date du 1000 Agile, qui était en 2019. Et donc, je pense du côté masculin, je pense que c'est Jérémy Briand qui l'a avec son 4,25. Mais peut-être qu'il y a eu des miles dans le passé. Je suis vraiment pas tant que ça au courant. Donc, laissez-moi savoir si je me trompe. Du côté féminin, euh, Jade Bouchard-Nguyen, techniquement, l'aurait en 5,04 si c'est pas. S'il n'y en a pas eu un dans le passé. Mais je pense que c'est tellement un événement atypique au Québec que c'est fort probable que au rythme d'une foule était le premier mile très rapide, le 1000 agile de l'événement au rythme de nos foulées. Donc ça va être très intéressant. À date, ça a été annoncé qu'il y aura moi et Meggy qui seront un peu les têtes d'affiche, mais il peut encore avoir des gens qui s'inscrivent pour essayer de semer la surprise. Il y a quand même 250$ au gagnant, masculin et féminin, 150$ au deuxième et 100$ au troisième. Donc, si ça vous tente de jouer les troubles fêtes, essayez d'aller chercher la cagnotte. Essayez-vous. Il y a aussi des records, des bourses de performance pour 4,10 pour les hommes puis 4,50 pour les femmes, si je ne m'abuse. Bonus offert par Brix. Je ne sais pas si on va aller chercher ça. Si on regarde le record, en tout cas, la dernière performance de 4,25 de Jérémy Briand, moi j'avais fait 4,26 cette fois-ci. Aller enlever 16 secondes sur un 1000, ça va être difficile, mais on ne sait jamais, on s'essaye. Il y aura un vélo pour pacer la première personne. En ce moment, aux dernières nouvelles, c'est moi. Donc, si vous pensez que vous êtes peut-être un peu plus rapide vous pouvez vous essayer. Si vous voulez juste avoir du fun, aller dans un événement qui aura certainement une belle ambiance, venez, juste 20$. C'est vraiment pas cher. Avec ça, je pense qu'il y a une collation si je me souviens bien. Peut-être pas, peu importe. Amenez-vous de quoi. Pour 25$ de plus, vous pouvez obtenir une camisole du 200 000 à l'heure, une belle petite camisole Street Fit. Donc, essayez-vous. Bon, je pense pas qu'il y a de bouffe, mais peu importe, 20$, c'est vraiment, ça couvre vraiment de base les prix d'inscription et compagnie.
Ah oui, collation pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, amenez-les, faites-les quêter après ça, volez-leur leur bouffe. Euh, dites, tu me le dois, je t'ai mis au monde. Puis vous obtiendrez aussi une médaille. Donc, dans le 20$, en plus, tu as une médaille qui vient avec ça. Tu auras des photos qui vont être sur la page Facebook. Et c'est un parcours mesuré et certifié. Mais on va en parler bientôt de la certification, pas tout de suite dans le podcast, mais bientôt, on va revenir sur ce point-là que c'est quand même très important d'avoir un parcours qui est bien mesuré parce que ça peut faire une belle différence avec le temps Strava qui peut être un peu plus beau. On voit, ah, j'ai fait ça sur Strava, je devrais être capable de faire ça sur une course, puis là on réalise, hé, coudonc, c'est le parcours qui était mal mesuré, mais il y a plus de chances que ça soit en fait juste votre GPS qui mesure pas bien. On va y retourner très bientôt. Donc bref, inscrivez-vous en ce moment. Je pense qu'il y a environ 80 participants sur les 200 qui sont inscrits. Donc il reste 120 places. C'est le 6 septembre. Allez visiter 200mph.run pour vous inscrire. Au plaisir de vous y rencontrer. Maintenant, on court Montréal. Donc, ce week-end, on avait le premier événement, je dirais, avec des départs en groupe sur route. On a déjà eu des courses en athlétisme avec des départs groupés. Mais là, c'était le premier événement sur route. Je ne sais pas si c'est au Canada, du moins au Québec, peut-être même au Canada, en tout cas, parce que SportStats euh, ils étaient bien fiers d'annoncer sur leur réseau qu'ils avaient enfin mis leur matériel à bon escient. On a eu une belle, il y avait une belle atmosphère. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est exactement ce que je m'attendais. Il y avait des départs, c'est ça, c'était environ 4 à 6 personnes. Des fois, il peut peut-être avoir 3 pour certains départs. Il y avait le président d'honneur, Charles Philbert Thibodeau, qui était là au rendez-vous. Et là, quand j'avais vu l'annonce qui serait là, je m'étais dit, je vais aller essayer de jouer les troubles fêtes. Évidemment, je sais que il est sur papier, il est de loin. Ben, pas de, ben oui, quand même assez loin devant moi. Mais je me suis dit, pourquoi pas, au pire, ça va me faire une personne avec qui racer pour une partie de la course. Puis après ça, si il s'échappe, ben, il s'échappera. Et comme de fait, il s'est échappé autour du 5-6e kilo. Mais c'est toujours le fun de compétitionner avec un Olympien sur la ligne de départ. Puis j'ai quand même eu bien du fun. Euh, si on regarde les classements, ben, en premier, il y a eu Charles Philbert Buteau 31-24. J'ai terminé deuxième 31-53. Ryan Shavbutch, il est dans mon club. Malheureusement, c'est un nouveau dans mon club. Je ne sais pas prononcer son nom de famille correctement, probablement. 32-11. Il a fait un record personnel dans une journée assez chaude quand même. Donc bravo. Arnaud Francioni 33-31 et Andrew McMartin 34-37. Tout un sweep AVM de la position 2 à 5. Si on regarde maintenant du côté des femmes aux 10 km. Ok. Il semble que ça soit dur de voir sur SportStats pour les femmes. On va réessayer. Ok, voilà, là ça fonctionne. On a Maude Raymond qui était la première, 40-29. Alexandra Gervais-Cartier, 43-15. Morgane Sustre, 43-33. José Sainte-Marie, 45-02. Et Evelyne Audet, 47-26. Si on passe maintenant au demi-marathon, du côté des hommes, on avait Amine Reyoui qui a gagné en 1,22,35. Deuxième position, Patrice Tremblay, 1,22,43. Et troisième position, un supporter du podcast, un supporter Patreon, Tristan Garcia, 1,24,27. Donc, on a des auditeurs quand même assez rapides. Marc Flajol, 1,25,52 en quatrième. Et finalement, en cinquième, 1,27,10 pour Ashvin Gajard Singh. Probablement sacré son nom aussi, désolé. Maintenant, on regarde côté femmes. Marianne Michel en première position, 1,28-29. Joël Bellemare, 1,35-33.
Annie Lemieux, 1,48,28 en troisième. Stéphanie Thibault, 1,49,49. Et finalement, Julie Roy, 1,51,01 en cinquième position. Et finalement, le 5 km, je pense que ça a été l'événement qui a été le plus compétitif. Même s'il y avait Charles Fubal, Tuto et moi dans le 10 km, je pense que vraiment la compétition était au rendez-vous, du moins en termes de temps rapide qui ont été faits. Je sais que Charles Fubal, de toute façon, il essayait juste de faire un tempo, il visait pas tant de faire un gros temps. C'était plus un entraînement pour lui. Au 5 km, on a Guillaume Dupire qui a fait un 14,43 au 5 kg. C'est quand même impressionnant. Il faisait quand même chaud. Je vais revenir un peu plus en détail sur la course, les conditions. Très rapide. Puis ça, c'est un parcours mesuré officiel. Je sais qu'il y en a qui vont dire: Ah, t'as quand même fait 14,50 tout seul il y a 2 semaines. Mais c'était pas un parcours officiel, mesuré. Puis j'avais quand même un vélo qui me paissait tout le long. Très fort, 14,43. Patrice Labonté, son coéquipier, des vainqueurs aussi, 14,55 en deuxième, donc un deuxième sub 15. Troisième, Léo Roy, 15,10. Quatrième, Mathieu Gauthier, 15,36. Et cinquième, Z Roy, 15,44. Ah, puis on va donner quand même un petit shout-out à Alvaro Cueto qui a fait un sub 16, son deuxième sub 16 à vie, 15,54 en sixième position. Puis là, c'est mon teammate, fait qu'il faut quand je le dise, Kurt Ebling, 16,04 en septième. Donc le favoritisme pas du tout à l'œuvre ici. Finalement, côté femmes, aussi des temps très rapides quand même. Émy Legault, 17-16. Première position, Elisabeth Boutin, 17-28. Mayra Caro, 18-09. Céline Marks, 18-20. Et Delphine Hansen, 19-08. Bon, puis ça serait chiant pour Camille de ne pas la nommer parce qu'elle était juste 2 secondes derrière, 19-10 en sixième position pour Camille Riopel. Pour revenir un petit peu sur cette course, super belle ambiance. C'était le fun d'entendre les annonceurs. Il y avait de la musique, mais il y avait quand même des mesures pour s'assurer que les gens n'allaient pas tous se contaminer. Donc, ils s'assuraient de ne pas rien mettre pour que les participants restent par la suite. Donc, pas de cérémonie de médaille. C'est ça, on n'était pas forcé à sortir tout de suite après. Moi, j'ai quand même pu rester, faire un petit cool down. J'ai pu regarder les départs puis les finishes de quelques 5 km. C'est ça, je dirais pas à un certain moment, ça n'a jamais été trop dense que je dirais que là j'ai un peu freaké. Le masque n'était pas obligatoire à l'intérieur. Tous les bénévoles, pas à l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur des clôtures de l'événement, mais on était toujours à l'extérieur. Les bénévoles avaient toujours des masques. C'est ça, honnêtement, j'ai été vraiment content que le directeur de course écoute nos recommandations dans le podcast quand on était revenu sur la première édition de la course. Et donc, suite au podcast, il a rajouté les inscriptions. Dans le fond, qu'on inscrivait le temps visé lors de l'inscription pour pouvoir classer les gens en fonction de leur temps visé. Et de faire des départs en groupe. Je suis pas mal sûr que c'était une des choses qu'on avait suggéré. Sinon, je l'ai suggéré dans un autre podcast parce que c'était spécifié par la FQA qu'on pouvait faire ça. Puis comme de fait, ils ont aussi rajouté ça, de faire des petits départs groupés. Selon moi, ça a vraiment augmenté la qualité de l'expérience. Je pense à mon goût, ça fait une très grosse différence d'avoir un départ de 6 personnes versus tout seul. Il y a plus d'atmosphère, d'ambiance, les gens qui font ouais, let's go pour la gang qui part. Puis d'avoir du monde avec qui courir. Évidemment, il disait dans l'événement de toujours rester à 2 mètres de distance des gens avec qui on courait. Ça se peut que des fois on suivait d'un peu moins que 2 mètres, moi puis Charles, mais en général,
on n'était pas trop proche, puis au final, il a fini par me gapper. Je pense que c'est surtout c'est pour pas encourager trop les gens vraiment à frôler, mettons, puis à vraiment passer super proche. Mais je pense à un moment donné, les gens avaient quand même, il fallait quand même passer un screening pour passer. Donc, ils nous posaient des questions. Ils disaient est-ce que vous avez été à l'extérieur du Canada, est-ce que vous avez eu des symptômes et tout ça pour rentrer. Donc, c'est sûr, c'est pas, les gens peuvent mentir tout le temps, évidemment. Puis surtout si la personne a déjà payé son inscription, puis là, tout d'un coup, elle a des symptômes, la personne pourrait mentir. Mais je pense que les gens sont quand même, en général, quand même assez honnêtes, puis n'ont pas envie d'être l'imbécile qui contamine tout le monde à l'événement. Ouais, somme toute, une super belle expérience. Puis un petit truc, disons un petit apprentissage ou une petite leçon apprise. Dans le fond, initialement, ceux qui faisaient l'événement, vous aviez reçu un courriel qui disait voici votre heure de départ. Et là, moi, j'ai regardé mon heure de départ. Ok, cool. J'ai même publié ça sur Instagram. J'ai hâte à la course. Puis là, j'ai réalisé le lendemain, on pouvait avoir accès aux listes de départ. Puis là, j'ai regardé. Puis j'ai vu que les trois autres personnes avec moi, de un, il n'y avait pas Charles Philippe Latuto. Puis je me disais, non, c'est qui les cinq autres personnes plus rapides que moi qui vont être avec lui. Puis j'ai vu que c'était tous des gars autour de 45 selon le résultat sur Sportstat, 45 ou 10 kilos. Fait que là, j'ai fait, ça a l'air de clocher. Puis là, regardez, jasais avec Alvaro qui m'avait montré ça. Puis finalement, on a réalisé qu'il y avait encore une bonne partie qui était en ordre alphabétique. C'était comme ça qu'il avait procédé pour la première édition. Et puis là, on les a contactés. Puis finalement, l'organisateur a expliqué que c'était probablement quelqu'un en dessous qui a oublié ou un bug ou quelconque. Et finalement, ça a été arrangé. Donc, c'est super, très réactif de sa part, très rapide à corriger l'erreur. Un courriel ensuite a été envoyé à tout le monde pour dire vos temps seront révisés. Donc, laissez faire l'ancien temps qu'on vous a donné pour vous pointer. Et par la suite, les bons temps ont été envoyés. Je pense que pour la majorité des gens, ils étaient bien placés. Je pense que j'ai vu des personnes qui étaient rapides, qui étaient un peu trop lents, mais peut-être qu'ils ont mis un mauvais temps d'inscription, peut-être qu'il y a eu un bug. Laissez-moi savoir, envoyez-moi un message si c'était pas le cas, mettons vous faisiez le demi puis vous avez été mal placé. Shootez-moi un message parce que j'ai entendu ça, mais en même temps c'est des rumeurs puis peut-être que c'était juste des impressions de personnes. Somme toute, ça a été super bien organisé, belle expérience. J'ai eu bien du plaisir, mais il a fait chaud. Ça, on peut rien y faire. Pour le demi-marathon, je pense que c'était pas si pire. Moi, je suis venu en vélo pour éviter tous les travaux qui se passaient sur l'autoroute 20, puis pour éviter le parking assez cher de l'île Notre-Dame. Euh, donc, quand je venais en vélo, je suis même parti de la maison, puis là, j'ai réalisé que j'avais trop froid, fait que je suis revenu, je me suis mis une veste. Puis, fait que le matin, je pense que c'était assez bien, autour de 7h30. Puis ensuite, je dirais, pendant le 10 kilos, ou même un petit peu avant, là, ça a commencé à se réchauffer, puis à sentir l'humidité. Et je pense que ça a affecté un petit peu les performances aux 10 km. Je sais que Charles Philbert, il pourrait faire beaucoup plus vite que ce qu'il a fait, même si en ce moment c'était juste un entraînement pour lui. Nos temps sont quand même assez lents, là, un 31-53, puis lui qui avait fait un 31-24, si je me souviens bien. Puis c'est ça, je suis parti, j'ai mené un petit peu. Il restait un petit peu dans moi après, autour de 2-3 kilos. Là, c'est lui qui a pris, c'est Charles qui a pris les devants. Puis j'essayais de m'accrocher, mais ça devenait de plus en plus pénible. La chaleur se faisait ressentir, je crois. Aussi le fait que je suis venu en vélo, c'est un peu ticoun. Mais dans le fond, je faisais ça. C'était pas une course, c'était pas un championnat provincial, il n'y avait pas d'argent en jeu. Donc c'était une course pour le plaisir. Puis ça me tentait pas de me gosser avec du trafic, avec des détours et tout ça et compagnie. Donc j'ai fait ça simple. Puis je me suis dit ça va me faire un bon workout de vélo en même temps pour les jambes.
Fait qu'au final, ça fait quand même une bonne course en slash entraînement. Puis, dans le fond, autour du 6e kilo, c'est ça. La chaleur s'est fait ressentir. Charles est parti, puis je savais, je sais ce de quoi il est capable. Si on regarde juste ses temps, parce que s'il y en a qui sont pas au courant, euh, disons, dans le passé, il a déjà fait des 32, 47, mais ça, c'était tous des entraînements, j'étais à peu près sûr. Au demi-marathon, il a déjà fait une 9-12, et ça, c'est en entraînement. Je pense pas qu'il poussait à fond. Donc, je pense à son plein potentiel au marathon, il pourrait peut-être faire autour de une 6, une 5. C'est à voir, ça dépend. Je sais qu'il n'aime pas les longues distances, mais il est quand même capable de beaucoup plus. Donc, des résultats qu'on a de lui sur route, euh, je pouvais me douter. Puis là, on regarde 14,45, 14,29 au 5 km de Banque Scotia en 2013. Ça, je m'en souvenais pas, mais quand même, quelqu'un qui peut faire 14,29 sur route, très fort. Donc, quand j'ai vu qu'il prenait les devants, j'ai vu, ok, ouais, c'est un peu fini d'essayer de le battre. Donc, ben, je me suis simplement rabattu à, ok, je vais pas laisser la troisième personne me rattraper. Euh, Puis j'ai continué à grinder jusqu'à la fin. Mais ouais, la chaleur, ça se fait ressentir beaucoup plus sur un 10 km que sur un 5. Sur un 5, t'as pas encore le temps de réchauffer assez. C'est sûr, je pense pas que ça aide. Je pense que ça aurait été. On aurait peut-être eu des temps encore plus rapides de Guillaume Dupire et Patrice Lamonté s'il avait fait un petit peu plus frais. Mais je pense que il aurait peut-être enlevé 5-10 secondes. Tandis que pour notre 10 kilos à Charles et moi, je pense qu'on a perdu un bon. Moi, personnellement, je dirais une bonne minute à cause de la chaleur. Donc, toujours bon à prendre en compte. Puis, comme ça fait des excuses, hein. Je peux dire, mais oui, je vais aller en bas de 31, mais bon, c'est à cause de la chaleur. Bref, puis aussi d'avoir give up mentalement une fois que je voyais que j'avais plus de chance. Ça aidait pas tant. De toute façon, c'était un entraînement. C'est pour le plaisir. Puis c'est toujours le fun de se tester contre quelqu'un qui est un petit peu plus rapide que moi. Et puis ça, c'est un euphémisme. Euh, maintenant, on va passer aux résultats de la soirée Rouge et Or numéro 3. Ah oui, mais juste avant, oui, c'est ça. Je voulais parler de la distance. Donc, on a justement Frédéric Plante qui a sorti un article sur ça, l'importance des parcours certifiés. Ça tombe à point nommé, parce que je voulais justement un peu en parler. Je l'ai nommé que j'avais fait un 5 km il y a 2 semaines, mais ça avait été mesuré avec des GPS. Il y avait quelqu'un qui avait fait le travail avec 3 GPS de mesurer pour s'assurer qu'on est assez près, mais c'était une loupe au parc Maisonneuve. Selon moi, ça aide un petit peu les loops, les GPS. J'ai l'impression que quand on fait une courbe, ils tendent un peu à surestimer la distance qu'on a faite. Un exemple parfait de ça, c'est si tu vas sur une piste et que tu fais plein, mettons, tu fais un 5000 ou 10 000 mètres piste, ça va donner un temps absurdement rapide qui a aucun bon sens parce que ça surestime la distance. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça un peu qui s'est passé aussi pour mon 10 km virtuel canadien quand j'avais fait 5 tours autour du parc René-Lévesque. J'ai l'impression que ça me donnait un petit boost de faire des tours. Donc, peut-être que mon 31-17 que j'avais fait là, il valait plus autour de 31-30, mettons. Puis c'est ça qui expliquerait un petit peu pourquoi j'ai pas fait si rapide non plus à une vraie course avec quelqu'un qui compétitionnait ce week-end dernier à Oncourt, Montréal. Mais c'est ça, dans le fond, il y a environ 1 à 2% d'erreur quand vous utilisez votre montre GPS. Puis c'est quand même beaucoup, 1 à 2%, si on regarde sur un 10 km, c'est une centaine de mètres. Ben, une centaine de mètres, ça peut être 100 à 200 mètres. Donc ça peut être environ et que je suis bon en maths. Disons que tu fais ton 200 mètres, un 200 mètres assez rapide, disons,
autour de 40 secondes. Une différence de 20 à 40 secondes peut-être. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, faut prendre ça en considération. La méthode la plus précise, c'est un compteur Jones sur un vélo. Quelqu'un va sur son vélo, il y a un compteur Jones, puis il fait le parcours en utilisant les tangentes les plus rapides. Puis c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un parcours qui est précis à 99,9%. Puis parlant de mesurage, ben, notamment l'événement d'Alvaro, évidemment, le 200 000 à l'heure est certifié. Il a été mesuré au compteur Jones. Je suis pas mal sûr que c'est par Louis-Philippe Garnier. Puis justement, en parlant de lui, je pense pas que je pense que j'avais oublié de le mentionner quand c'était sorti. Mais c'est assez fou. Donc, Louis-Philippe Garnier, qui est mesureur et qui a couru 81 marathons. Il y a un PB de 2,26,50, dont 65 sub 2,40 et 7 sub 2,30. Une statistique de Éric Fournier. Il avait sorti ça à un bout, ça m'avait fait capoter. 65 marathons sous 2,40. C'est vraiment impressionnant. Donc, ben, chapeau à ce vétéran de la course sur route, des marathons, Louis-Philippe Garnier, et qui est aussi mesureur. Et donc, je suis pas mal sûr que c'est lui. Je pense que c'est lui qui a mesuré pour avoir. Il mesure beaucoup de parcours. Je sais qu'il travaille beaucoup avec les courses thématiques. C'est quand même, il y a un gros avantage de vous inscrire à des vraies courses parce que vous allez pouvoir savoir votre vrai temps. Et évidemment, c'est pas le fun parce que vous allez voir que vous êtes peut-être un peu plus lent que ce que Strava vous disait, mais au moins vous aurez une véritable idée. Puis dans la même longueur d'idée, jusqu'avant qu'on aille au résultat de la soirée rouge 3, il y a justement un article de Canadian Running Magazine qui disait que Cam Levins avait couru un demi-marathon en solo en 1h02 et 12. Je pense que c'était 2 secondes plus lent ou plus rapide que son PB. Oui, il disait que c'est 2 secondes plus rapide. Donc, il disait un record personnel, mais c'est pas un record personnel, c'est un record personnel non officiel. Puis c'est exactement ce que Cam Levin a dit dans sa publication Instagram quand il a montré son résultat. Puis c'est ça, c'est pas un vrai record personnel parce que c'est pas un parcours qui était mesuré au compteur Jones, c'est simplement Strava. Selon moi, son vrai record personnel est probablement plus rapide parce que c'était la vraie distance. Donc, s'il l'avait mis sur Strava, probablement que ça donnerait un peu plus rapide son demi-marathon qu'il avait fait en 1,2,14 avant. C'est quand même important à prendre en compte d'avoir un parcours mesuré. Ça fait une différence. Il faut pas trop se prendre à la tête quand on fait un beau temps sur Strava, puis après ça, on capote. Mais faites attention parce que Strava et toutes les autres applications peuvent un peu surestimer c'était quoi vos résultats. Mais en même temps, c'est toujours bon pour se donner de la motivation et de la confiance. Maintenant, on va passer aux résultats de la soirée rougeur numéro 3 qui avait lieu vendredi passé. On a eu des gros temps qui sont sortis de là. Je vais pas tout nommer les résultats. Je vais simplement y aller avec les événements de 1500 mètres et plus, étant donné que c'est un podcast plus axé sur la distance. On a eu quand même toute une performance de Jean-Simon Desgagnés qui a fait un 3,41,27. Il y avait 3 lapins, Xavier Bertrand, Nicolas Morin, Raphaël Giguère. Et 3,41,27 pour vous donner de la perspective à ceux qui écoutent et qui ne savent pas trop ce que ça vaut ce temps sur 1500. Charles Philbert Thibodeau, je pense que ça lui avait pris soit un 3,36 ou un 3,34 pour se qualifier aux Olympiques de 2016 de Rio. Donc, une performance qui est près des Olympiques. Puis surtout pour un gars qui est quand même. Il est plus focusé sur steeple, 3000 mètres, 5000 mètres un peu. Il fait aussi beaucoup de 1500. Je pense que, si je me trompe pas, il a été champion canadien au 1500.
Je sais qu'il a été au 3000, je sais plus pour le 1500. Bref, il est de très haut calibre aussi à ça, mais tout un temps, je pense que c'est un record personnel pour lui. Si ce n'est pas, ça me surprendrait fortement parce que c'est tout un temps. Donc, félicitations à Jean-Simon. On dirait qu'il n'y avait pas de 1500 pour les femmes. Maintenant, on passe aux 5000 mètres chez les femmes. Juste vérifier. Ah oui, il y avait non, c'était wheelchair, donc fauteuil roulant. Donc, parfait. Maintenant, on passe aux 5000 mètres. On a eu des bonnes performances aussi. Véronique Boire, encore une fois, qui est en éclosion en ce moment. 16,34,98. Donc 16,35. Amélie Kretz, deuxième, 16,38. Et Elisabeth Hirsch, Liz Hirsch, nouvellement qui a rejoint Athlétisme Ville-Marie, 16,56. Donc un beau petit sub 17. Aussi Jade Bérubé, 17,01. Et Catherine Gagné, 17,04. Félicitations. Du côté des hommes, Jonathan Tedeschi, 14,35,83. Christopher Busset en deuxième, 14,39,1. Toute une performance. Mathieu Baudet, 14,40,19. Et à noter que Christopher Busset et Mathieu Baudet ils ont fait ça de la vague, de la deuxième vague, qui n'était pas censée être la vague la plus rapide, mais finalement ils ont réussi vraiment à s'immiscer dans les résultats de la vague rapide. Ensuite, Philippe Morneau-Cartier, 14,42,6 et Benoît Didier, 14,48,89. Benoît qui, je sais que lui, est beaucoup plus focusé d'habitude sur 1500, 800. Donc, une transition quand même assez réussie, un beau sub 15. On a aussi, on va dire toutes les sub 15, parce que sinon c'est un peu chiant de faire sub 15 puis de pas faire nommer. Nicolas Morin, 14,50. Lui aussi, qui était avant un spécialiste 1500, qui récemment a eu des bons résultats sur 3000 et 5000. Pierre-Yves Normandin, 14,55. Maxime Lopez en 8e, 14,55, que j'ai reçu récemment. D'ailleurs, donc un beau petit sub 15 pour lui. Donc, félicitations. Des résultats quand même assez forts pour certains. Je sais que c'est je pense que c'est des records personnels. Ben, Jonathan Tedeschi, c'est quand même un bon retour. Il a déjà fait plus rapide dans le passé, mais c'est un bon retour de blessure. Il a été blessé longtemps. Quand même un très bon retour. Puis en même temps, c'est dur quand tu n'as pas la compétition sinon. Donc, quand même très solide résultat pour lui. Maintenant, 10 000 mètres, on avait deux compétitrices, plus une lapin, Jessie Lacourse qui faisait la job de lapin. On va aussi mentionner les lapins aux 5 000 mètres. On avait Emma Galbraith et Chloé Florent-Grégoire pour le femmes 5 000 mètres, à moins que peut-être c'est un vrai DNF. Mais j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que c'est. En tout cas. Puis pour le 5000 mètres homme, on avait Ian Shank et Antoine Mainfré qui étaient lapins dans deux vagues, j'ai l'impression. Donc, si on revient aux femmes 10 000 mètres, Mélanie Mirand qui a fait un 33-42, un record personnel pour elle par 30 secondes, je crois. C'est un record personnel de 30 secondes, assez énorme. Elissa Legault qui a fini deuxième de deux. C'est chiant un peu parce que c'est aussi une très bonne performance, 34-38. Donc c'est chiant quand tu finis deuxième, mais t'es dernier. Il n'y avait pas beaucoup de femmes au 10 000 mètres, mais tout de même des bonnes performances. On va retourner bientôt à Mélanie, le soulier qu'elle portait, parce que les souliers vont être un sujet assez chaud. Au 10 000 mètres hommes, des grosses performances. Félix Lapointe-Pilote, 29-36, donc sub 30. Perry McKinnon, 29-44.6. Marc-Antoine Senneville, 30-24.39. Alexis Lavoie-Gilbert, 30-26.22. Et Pierre Loubiro, 31-16.54. Les Pacers étaient Ian Schenk et Jean-Pierre Morin, à moins qu'il y en ait un que c'est un vrai DNF et non un lapin. Ça faisait, je pense,
Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un sub 30 en territoire québécois sur 10 000 mètres, mais on les a enfin eus. Euh, Ça m'a fait un peu chier au début parce que ça fait des années que je cours les 10 000 mètres à Québec. Puis à chaque fois, on se fait avoir. Soit une année, c'était la pluie. Les dernières années, c'était souvent la chaleur. Donc, qui empêchait de faire des performances sub 30. Puis là, l'année que je suis pas là, là, il y a des bonnes conditions. Mais de toute façon, je pense pas du tout que j'étais en shape pour courir avec eux, pour courir du 29-44, du 29-36. Perry, je le savais qu'il était en bonne shape. J'ai fait quelques entraînements avec lui dans les derniers mois. Puis c'était vraiment moi qui s'accrochais à lui. Il avait l'air vraiment en top shape. Dans le fond, un des points qui ont créé un peu pas des tensions, mais des arguments, des commentaires sur Facebook, que tous les gars du 10 000 mètres portaient des Vaporfly, Next Percent, je crois, ou 4%. Donc, des souliers qui ont une épaisseur de plus de 25 mm, une épaisseur de juste en bas de 40, autour de 35, je crois. Ben, il y a eu des nouvelles comme quoi que les Vaporfly étaient bannis sur piste, qu'on ne pouvait plus les utiliser sur piste. Je vais aller plus en détail là-dessus. Puis il y a aussi Mélanie Mirand qui a reçu 1 million de commentaires sur ses souliers. Donc on va juste aller sur ça en premier parce que c'était vraiment drôle. Euh, était comme elle arrêtait pas de répondre à des commentaires à propos euh, à propos de ses souliers. Ah, on va aller voir ça. Donc la publication de Mélanie, je pense que elle a reçu au moins 4 commentaires sur ses souliers demandant c'est quoi ces souliers, c'est quoi ces souliers. C'était les New Balance Fuel Cell 5280. Vous allez demander pourquoi 5280. C'est le nombre de pieds qu'il y a dans un mile. Donc c'est des souliers qui sont normalement faits pour courir le road mile. Mais elle a choisi de porter ça pour un 10 000 mètres. Une décision qui pourrait laisser certaines personnes perplexes. Moi, je me souviens, j'avais entendu beaucoup de reviewers qui disaient que ce soulier-là, il sentait comme vraiment sa pointe des pieds quand il le portait, puis que tu pourrais pas porter ça pour des plus qu'un mile. Mais j'ai l'impression peut-être ça c'est des reviewers qui sont plus des coureurs casual, qui sont pas de l'élite. Et peut-être que pour les coureurs d'élite comme Mélanie, mais c'est juste parfait pour elle. Ça fonctionne bien avec sa foulée, vu que sa foulée est déjà très rapide. Mais en tout cas, on peut dire que la performance était au rendez-vous. Donc, pour elle, ça lui va bien. Et ce soulier-là est techniquement légal parce qu'il est en bas de la limite de 25 mm de la World Athletics. Mais là, c'est ça, il y a comme un débat. Parce que il y a eu notamment un coureur européen, Sandré Moen, il avait brisé le record européen de 1 heure sur la piste. Il avait passé, il avait fait juste un peu plus qu'un demi-marathon, ben 21 kilos, donc ça dit pas 21,1, donc 21 kilos en 1 heure. Et c'était un record européen. Par contre, World Athletics lui a dit que à cause qu'il portait des Vaporfly, ça le disqualifiait et son record ne compterait pas. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Ben, faut savoir, dans le fond, la World Athletics avait annoncé qu'il y aurait des nouveaux règlements qui interdiraient les souliers d'épaisseur de plus de 25 mm pour les événements de piste de 800 mètres et plus. Par contre, lorsqu'ils ont initialement donné ce règlement-là, ça s'appliquait seulement à partir du 1er décembre. Donc, ça disait que pour laisser le temps aux athlètes de s'ajuster à ces nouveaux règlements-là, il donnait la permission jusqu'au 1er décembre de toujours porter les souliers qu'il voulait. Donc, c'était pas encore applicable.
Mais là, le 28 juillet, la World Athletics a fait un amendement à ces règlements-là. Le but de l'amendement était de faire en sorte il fallait immédiatement se plier aux règles. Donc, c'était plus jusqu'au 1er décembre. Dans le fond, leur raisonnement était qu'avec le coronavirus, ils ont eu plus de temps pour jaser, vu qu'il n'y avait aucune compétition comme à gérer. Et donc, ils ont eu le temps de parler avec les compagnies de souliers et de décider, parfait, ça c'est bon, donc on l'applique tout de suite. Euh, donc, qu'est-ce qui est quoi? Donc, moi, au début, je ne savais rien de tout ça. J'avais juste entendu dire l'histoire du coureur qui avait été disqualifié parce qu'il portait des Vaporfly sur la piste. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Là, j'ai demandé à mon coach, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mon coach John LoFranco, il m'a dit, ben, et puis parce que je voulais savoir, ben, est-ce que les performances qui ont été faites vendredi par les gars, les premiers sub 30 aux 10 000 mètres depuis belle lurette en territoire québécois, est-ce qu'ils vont être annulés à cause de ça? Donc, il m'a dit, ben, je pense pas, je pense que c'est légal parce qu'on a reçu un courriel, il y a un petit bout de Athletics Canada, et dans ce courriel, ça disait que les athlètes ont jusqu'au 1er décembre. Donc, là, si on va regarder ce courriel, donc dans le courriel, il y avait ce document. Et donc là, si on regarde, là, ça a l'air de dire que pour les événements de 800 mètres et plus, on ne peut pas dépasser 25 mm. Donc si on regarde les souliers de Nike, euh, les, euh, les Dragonfly seraient légaux, oui. Ça, je vais en parler un petit peu après. Mais toutes les Alpha Fly Next Percent, non. Et toutes les autres en dessous non plus, les Vaporfly, non plus. Mais là, mon coach m'a dit non, regarde, ici, c'est écrit To assist field event athletes adjusting. The date for compliance is 1st December 2020 according to Rule 5.13, Note 2. Là, j'ai fait, ouais, ça dit 1er décembre, mais ça dit pour aider les athlètes qui font des événements de field. Donc, pour ceux qui ne savent pas, dans track and field, track, c'est pour les épreuves de piste et field, c'est pour les épreuves de pelouse. On peut avoir, par exemple, le lancer du poids, le saut en hauteur, etc. Tout ce qui n'est pas piste, dans le fond. Et donc, je dis, ben ouais, mais ça dit que c'est pour aider les athlètes de field, de pelouse. Donc, c'est pas pour les athlètes de piste. Donc, le retard, la petite note qui donne une exemption de l'application immédiate du règlement, qui donne un délai jusqu'au 1er décembre, n'est applicable qu'aux athlètes de pelouse. Mais mon coach a dit, ben, ça dit que c'est pour les aider, to assist them, mais ça dit pas que le règlement ne s'applique qu'à eux. Puis j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est pas spécifié the date for compliance for field athletes, pour les athlètes de pelouse, et le 1er décembre. Ça dit juste la date pour se plier à ça, et le 1er décembre. Donc là, je me suis dit, ça va prendre plus de recherche. Donc, on va aller essayer de trouver les documents qui ont été vraiment sortis par la World Athletics. Donc, j'ai regardé, j'ai googlé la règle 5.13 dans le fond, ça m'a sorti, j'ai réussi à trouver deux documents. Soit le document qu'il y avait avant, qui était le 15 juillet, et ensuite le 28 juillet. Si on regarde la différence au bas de ces événements, au bas de ces règlements. Dans le fond, dans l'ancien règlement, la note 2 au règlement 5.13 disait To assist athletes adjusting from their current shoes that do not meet the sole thickness heights set out in the table to Rule 5.13, the date for compliance is 1st December 2020. Puis si on regarde la seule différence avec le nouveau qui a été sorti le 28 juillet, c'est-à-dire To assist field event athletes adjusting. Donc la seule différence, c'est qu'on rajoute le mot
field event versus athletes. Donc, si on regarde les deux, en effet, on dirait que, OK, avant, l'exemption était pour tous les athlètes et ensuite, on mentionne seulement les field event athletes. Donc, ça doit seulement s'appliquer pour eux. Cependant, si on regarde juste d'un point de vue légal, si on regarde juste le dernier document qui a été sorti, qui sont les règlements, la loi de la World Athletics, les règlements à faire respecter, ça ne dit pas que les coureurs, ça ne dit pas que la règle ne s'applique qu'aux Field Event Athletes. Ça dit que la règle est là pour aider les Field Event Athletes, mais cependant, ils ne font pas la précision qu'elle ne s'applique, que l'exemption ne s'applique qu'aux Field Event Athletes. Donc, j'ai l'impression de deux choses. De un, en ce moment, cette règle-là a causé beaucoup de confusion. Notamment, par exemple, Sandré Moen, qui ne savait pas que son record ne serait pas éligible s'il ne courait pas avec ça. Il a réalisé après, puis là, après, il a dit ah ouais, c'est my bad, j'ai pas regardé, j'aurais dû me renseigner. Mais en ce moment, la FQA ne l'applique pas. Est-ce que c'est par le règlement? Parce que les coureurs qui étaient en Vaporfly, se sont pas fait dire par les officiels au 10 000 mètres vendredi de changer de souliers. Parce que sinon, ils seraient disqualifiés. Puis ils se sont pas fait disqualifier. Leurs temps sont valides pour l'instant. Euh, En ce moment, la FQA, soit par ignorance ou parce qu'il y a trop de flou dans les règlements de la World Athletics, ont décidé de ne pas appliquer le règlement. Encore une fois, c'est peut-être simplement qu'ils n'étaient pas au courant, mais je pense qu'ils seraient au courant puis qu'ils ont décidé de ne pas l'appliquer parce que c'est très flou comme règlement. Euh, et donc, moi, j'ai l'impression que le record de Sandré Moen, je pense qu'en ce moment, il est en train d'essayer de retourner la décision de l'annulation de son record. Et moi, selon moi, il va gagner parce qu'en effet, c'est pas assez. Le règlement n'est pas précis. Le règlement ne précise pas que l'exemption ne s'applique qu'aux athlètes de pelouse. Elle précise que c'est pour les aider eux, mais ça les aide eux aussi si on décide de rendre l'exemption à tous les athlètes. Donc, s'ils avaient voulu faire ce règlement pour qu'il soit clair et applicable seulement pour les athlètes de field, donc que l'exemption jusqu'au 1er décembre ne soit qu'applicable pour les coureurs de field, il aurait fallu qu'ils écrivent par exemple To assist field event athletes adjusting from their current shoes that do not meet the sole thickness heights set out in table to rule 5.13. The date for compliance for field event athletes is le 1er décembre 2020. Vu qu'ils n'ont pas fait ça, je pense qu'ils n'ont pas fait ça parce que c'était laid de répéter, mais c'est important de répéter dans les documents légaux, c'est important d'être ultra précis, d'être trop précis, parce que s'il y a du flou, ça peut amener différentes interprétations, et s'il y a différentes interprétations, ben, la règle s'applique difficilement et peut être contestée. Moi, j'ai l'impression que ça va être contesté. J'ai l'impression que les performances qui ont été faites cette fin de semaine, ce vendredi passé, vont toujours compter. Donc, c'est mon interprétation. Si vous avez vu d'autres documents qui indiqueraient au contraire, laissez-moi savoir, mais j'ai l'impression que la décision que la World Athletics va devoir faire un nouveau communiqué avec des règlements, avec un petit amendement juste à la note 2 du point 5.13 qui est maintenant amendé pour dire que c'est seulement euh, pour les épreuves de pelouse il y a un délai jusqu'au 1er décembre pour suivre les nouveaux règlements. Donc, beaucoup de jargon légal. Au final, qu'est-ce que je pense de cette règle? De toute façon, je trouve que je vois pas vraiment. Il y a certaines personnes qui disent, je sais Guillaume Ouellet, lui, disait que en ce moment, on n'est pas conscient, mais que
ou qu'on est conscient, mais bref, que d'avoir des souliers qui ont autant de rebondissements que les Vaporfly sur une piste, ça donne un trop gros avantage. Donc ça peut être une interprétation. Euh, Moi, je suis plus du côté de... je vois l'importance de mettre des règlements pour que la course demeure le sport accessible qu'elle est, pour que ça reste accessible à tous, puis que ça soit pas, ça soit pas les performances soient pas boostées si tu as un deal avec Nike ou avec telle autre compagnie qui sont capables de donner des prototypes. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais de rendre des documents, des règlements aussi spécifiques que là, sur la piste, tu as le droit d'avoir ces souliers-là, mais sur la route, tu peux pas. Je trouve que ça complique trop les choses. Ça rend les records. Ça cause des problèmes comme ça, comme un gars qui pense qu'il y a un record européen, puis là, finalement, il se fait dire que non. Peut-être qu'il l'aura finalement. Mais je trouve que si on met trop de complications, à un moment donné, ça devient que c'est rendu que c'est les élites, les gens qui sont super connaisseurs puis qui ont des personnes qui sont capables de trouver toutes les loopholes dans le système qui vont avoir des avantages de performance. Puis à un moment donné, je pense pas que c'est ça qu'on veut. Je pense qu'on veut juste que ce soit la personne la plus rapide qui gagne. À la base, je suis un peu en désaccord avec le règlement. Mais bon, ils ont le droit de mettre le règlement, mais de la façon qu'il est présenté en ce moment, selon moi, c'est simplement pas applicable. Laissez savoir dans les commentaires ou envoyez-moi par message si vous êtes en accord ou en désaccord avec mon interprétation du règlement. Mais en ce moment, c'est le fait que mon coach lui-même a dit ben non, ça dit pas nécessairement que ça s'applique juste aux athlètes des épreuves de pelouse. Euh, le fait qu'il y ait eu ce doute-là en le lisant, puis quand même une personne très connaissante, je pense que si ça peut mettre le doute dans sa tête, je pense que c'est mal formulé et donc pas applicable pour l'instant. Parfait. Donc, euh, aussi, oui, je tenais à mentionner, je pense que j'en avais parlé un peu, Nike a développé les Vaporfly, les Dragonfly qui sont faites avec des matériels un peu similaires aux Vaporfly, mais qui ont une épaisseur moins grande pour qu'ils soient éligibles, qu'ils puissent être portés sur des épreuves de piste. Et notamment Mohamed Ahmed, dont on a parlé récemment, Joshua Cheptegei ont porté ce soulier de Nike, qui est pour une fois enfin pas complètement hors de prix. Ça, c'est le fun. Je pense qu'il est autour de 150$ peut-être, donc c'est quand même cher pour un spike, pour un soulier de piste, mais c'est quand même pas autant abusif que 330, qui est le prix, ou peut-être même 350 pour des Alpha Fly. Donc, au moins une belle petite bonne nouvelle de ce côté-là. Euh, Maintenant, on a aussi eu Jacob Ingebrigtsen. On l'avait déjà mentionné à ce podcast. À seulement 19 ans, il est le nouveau détenteur du record d'Europe sur 1500 mètres en 3:28:68. Donc, j'avais mentionné le 3:41 de Jean-Simon Desgagnés qui était très rapide sur 1500 mètres. 3:28:68, c'est extrêmement rapide. Je pense qu'il rentre dans le top 10 de tous les temps à seulement 19 ans. Il passe notamment devant Mo Farah. Vraiment impressionnant. Je pense que le record est autour de 3:26, 3:25, le record du monde de 1500 mètres. Donc, toute une performance. Puis il y a eu une. Ça, c'était. C'est grâce à Runix que je suis tombé sur cette nouvelle. Notamment, ils disent une petite citation de Jacob qui l'a dit tout juste après avoir fait son record. Il a dit: Je n'ai pas raté une seule séance d'entraînement cette saison. Je les ai toutes faites. C'est la raison pour laquelle j'arrive à courir si vite. Puis je trouve que c'est vraiment de la sagesse de la part de ce jeune homme. C'est tout à fait vrai. Selon moi, je pense que c'est un des critères numéro un. Si vous voulez vous améliorer, la clé, c'est la constance. C'est de toujours faire vos entraînements. Le problème, c'est si vous êtes blessé, évidemment, vous ne pouvez pas les faire.
Moi, c'est ça qui a vraiment fait que j'ai pas mal une saison merdique cette année. J'ai pas pu, j'ai de la misère à enfiler plus qu'un entraînement par semaine à cause récemment du piriforme. Mais bon, mais je doute pas, je pense que c'est vraiment c'est une belle petite sagesse. C'est pas la clé pour faire des temps de fou, c'est pas de tout changer, c'est pas de temps de virer keto, vegan ou n'importe où, paléo, whatever. Non, c'est juste c'est de bien faire les choses de base, soit l'entraînement. Puis après ça, quand tu fais ça, il peut juste arriver des bonnes choses en général, à moins que tu te blesses. Donc, un petit mot de sagesse de Jacob. Et finalement, pour terminer, on a Johan. C'est-tu Johan? Je pense que c'est Johan. Johan Rock, qui est finalement arrivé à bon port, arrivé à destination. C'était le soir du 18 août. Il est arrivé au sommet du Mont Royal. Il y avait une belle petite foule pour l'accueillir. Il a parcouru 1130 km sur 14 jours pour faire de Percé jusqu'à Montréal. Et un moment donné ça dit, il parcourait en moyenne 80 km par jour. On peut voir ça dans le reportage d'ici Radio-Canada Sport. Un moment donné, il a eu je pense, une infection à la jambe. Puis il était pas trop sûr s'il pourrait continuer à courir. Puis il a dû s'arrêter à l'hôpital. Puis finalement, ils ont donné des shots je pense, d'antibiotiques. Ou quelque chose du genre. Puis finalement, il a pu repartir. Puis il a fait ça en sandales. Donc on va vous montrer ça sur vidéo. Là. Regardez-moi ça, des belles petites sandales. Je sais pas comment il fait, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça. Courir vraiment minimaliste. J'ai longtemps adhéré quand même à un certain minimalisme. J'avais beaucoup de souliers très minimalistes. Maintenant, je dirais que je suis plus un entre-deux. Je suis pas du tout du genre à aimer un gros drop de 16 mm. Mais j'aime beaucoup le 8 à 6 mm que les Skechers donnent en moyenne. Ouais, c'est très dur pour le corps, mais si on s'y adapte, ça peut faire des beaux résultats. Je pense pas que c'est ça qui va donner les temps les plus rapides, mais peut-être que ça aide à éviter des blessures. Puis ça, c'est le critère numéro un pour pouvoir faire des gros défis comme ça de 1130 km. Je me souviens dans le temps, quand j'étais tout jeune et tout, euh, comment dire, un peu que je savais pas un peu c'est quoi, puis je me disais, ah, je pourrais faire ça, si je voulais, si je m'y mettais vraiment, je pourrais faire ça, là, faire des 800 km puis tout, c'est juste, j'ai pas l'énergie pour ça, mais c'est pas juste une question, c'est une question beaucoup de détermination. Ça prend un mental de faire pour faire ça, mais c'est aussi une question physique. À un moment donné, là, je le vois de plus en plus, plus mon âge de course augmente, plus les blessures viennent. Puis c'est très difficile de courir des grandes distances, des distances vraiment atypiques de plus de 80 km par jour et de ne pas se blesser. C'est vraiment tout un exploit, toute une machine de course, ce Johan Rock. Félicitations pour cet exploit. Puis on lui souhaite un bon repos. Ouais, définitivement, ça prend toute une force mentale pour effectuer ça. J'ai jamais vécu personnellement moi, mais de tout ce que j'ai vu sur l'ultra, c'est ça qui ressort tout le temps. C'est que ça prend vraiment un mental de fer parce qu'à un moment donné, tu n'as plus du tout envie d'avancer. Ton corps veut simplement plus le faire. Euh, il faut avoir le mental pour passer à travers. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui l'ont. Donc, félicitations, Johan. Merci aux auditeurs pour votre support comme d'habitude. Ça couvre les dernières nouvelles. Je devrais bientôt recevoir des invités, donc bientôt ça va plus être juste moi qui parle tout seul. J'en ai une coupe d'enregistrements prévus.
Donc, j'ai bien hâte de vous sortir ça. N'hésitez pas, des commentaires sur cet épisode, des épisodes précédents. Shootez-moi des messages, j'aime toujours ça. Voir différentes opinions pour essayer de donner le portrait le plus juste de la scène de course au Québec et un peu partout dans le monde maintenant avec cette erreur selon moi que j'ai trouvée dans les règlements. Ouais, laissez-moi savoir si vous pensez que vous aussi on a trouvé un petit scoop. Je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo en anglais pour que Sandre Moen entende ça puis puisse utiliser ça comme argument. Mais je suis sûr il a déjà étudié les règlements bien profondément. Puis je pense qu'il va gagner son appel s'il y en a un en ce moment à la World Athletics. Sur ce, merci et bonne course.